Le président de la République Alassane Ouattara est en visite d'État dans le district du Zanzan depuis hier. Ce matin, c'était l'étape de Doropo. Le ministre de la Justice a reçu en audience le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Bert Koндers. Il était question de la situation judiciaire en Côte d'Ivoire. Et puis en Syrie, l'opposition mieux organisée gagne du terrain et sur le plan militaire, l'armée libre combat maintenant avec des missiles sol-air. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. L'actualité en Côte d'Ivoire est marquée par la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le district du Zanzan qui comprend les régions du Gontougo et du Bunkani. Vous avez suivi tout à l'heure le grand meeting que le président a animé à Doropo dans la région du Bunkani. À Doropo, le président de la République a fait cas des grands projets qu'il entend réaliser au profit des populations de cette localité. David Mobio. Pour sa deuxième visite d'État à l'intérieur du pays, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, partage depuis hier un moment d'échange avec les populations du district du Zanzan. Pour le président de la République, cette visite d'État s'articule autour d'un seul message, vivre ensemble dans une Côte d'Ivoire réconciliée. Prenant la parole ce mercredi à Doropo aux environs de 10 heures, Alassane Ouattara a réaffirmé sa volonté d'apporter le développement économique et social à Doropo, l'objectif étant d'améliorer les conditions de vie des populations. Vous aurez bientôt de l'électricité 24 heures sur 24. Oui, nous allons le faire. Bien que nous ayons fait des progrès en matière d'eau, nous continuerons de réparer les pompes et de finaliser les travaux d'adduction d'eau pour que le château d'eau de 20 mètres cubes soit mis en place dans les meilleurs délais avec des bornes. Et nous allons construire également 4 bornes fontaines. Je voudrais donc vous rassurer que nous travaillons pour vous. Nous travaillons pour la population et je voudrais dire que le gouvernement est à la tâche. Avant le message du président de la République, des personnalités de la région désignées porte-parole ont souhaité la bienvenue au chef de l'État et présenté une liste de doléances, liste sur laquelle figurent les attentes et besoins du district du Zanzan. Après Doropo, d'autres moments de communication sont prévus entre le chef de l'État et les populations du district du Zanzan. Avant l'étape de Doropo, le président de la République s'est rendu à Bouna, chef-lieu de région du Bunkani. Première étape de cette visite d'État dans le district du Zanzan pour son premier grand meeting. Au cours du meeting qu'il a animé dans cette ville à la place de la paix, le président de la République a apporté un message de compassion, de pardon et de paix, mais aussi de développement aux populations qui se sont mobilisées massivement pour cette visite. Et le chef de l'État a notamment indiqué que la situation sécuritaire se normalise avec le retour de la paix qui doit nous permettre de développer la Côte d'Ivoire. Jean Kofi à Boller. Bouna, chef-lieu de la région du Bunkani. Il est 15h50 quand le président de la République, Alassane Ouattara, avec à ses côtés son épouse Dominique, ainsi que plusieurs personnalités, fait son entrée à la place préparée pour l'accueillir. Cette place, lieu par excellence réservé pour son meeting, quel honneur que celui que le chef de l'État fait aux populations de Bouna à travers son adresse, la première dans le cadre de sa visite dans le district du Zanzan. Honneur pour ces populations, mais aussi occasion pour elles, comme c'est souvent le cas en pareille circonstance, de présenter quelques doléances relatives aux problèmes de la région par le biais de leurs représentants. Dans le cadre du fonds de soutien de l'emploi pour les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, la commune de Bouna a été retenue parmi les 92 communes des ex-zone CNO pour abriter, n'est-ce pas, cet important projet qui non seulement contribue à la salubrité dans notre cité,
mais surtout à résorber le chômage des jeunes. Pour pérenniser ces actions de salubrité initiées par les projets ci-dessus énumérés, la mairie de Bouna sollicite l'obtention de matériel roulant, notamment une benne et un tracteur. Parce que les efforts de Mme Anne Rouloto resteraient vains s'il n'y a pas de continuité dans l'enlèvement des ordures ménagères. Beaucoup d'espoir donc, Monsieur le Président. Beaucoup d'attentes également. C'est pourquoi les populations espèrent énormément de la mise en œuvre du vaste programme du Vivre Ensemble national qui prévoit une enveloppe de 163 milliards pour la région du Bungani. Excellence, Monsieur le Président, Bouna est sinistré. Nos besoins sont nombreux. Tous prioritaires. C'est tout un plan Marshall qu'il nous faudrait pour amorcer notre développement. À la suite des cadres représentants de Bouna, le président de la République, dans son adresse, va faire part de son plan de développement pour la Côte d'Ivoire, saisissant cette occasion pour réaffirmer son respect des promesses faites lors de la campagne électorale. Je suis venu vous dire que je tiendrai mes promesses. Tout ce que j'ai promis pour cette région, je le ferai. Je voudrais vous dire qu'avec le gouvernement, nous sommes au travail pour réduire les souffrances des populations. Je voudrais vous dire que nous avons des défis à relever. Nous avons des défis à relever dans le domaine, bien sûr, de la sécurité, même si la situation se normalise, dans le domaine de la santé, de l'éducation, dans le domaine de l'assainissement, de la réhabilitation, de la construction d'infrastructures, ainsi que d'équipement des services publics. Nous comptons renforcer et étendre le réseau électrique pour que toutes les populations du Boucani puissent avoir de l'électricité 24 heures sur 24. J'avais promis de réparer cette situation, mais voyez-vous maintenant, c'est chose faite. Pour le président de la République, Alassane Ouattara, tous ces projets de développement ne sont possibles que dans la quiétude et la paix, d'où son appel une fois de plus à la réconciliation, à l'amour des uns envers les autres pour une Côte d'Ivoire harmonieuse, une Côte d'Ivoire du vivre ensemble. Et puis, séance tenante, des dons d'une valeur de 21 millions de francs CFA, en plus des véhicules, au nombre de 14 pour le corps préfectoral et la sécurité dans la région du Bouncani. Après deux repos que vous avez suivis tout à l'heure en direct, le chef de l'État se rendra à Téni, Nation et Sandégué pour la journée d'aujourd'hui et pour des meetings. Et bien sûr, RTI1 sera au rendez-vous et vous ne raterez rien du tout. Nous vous proposons maintenant ce télégramme du président de la République, Alassane Ouattara, adressé à ses homologues mauritaniens et albanais. Avant de poursuivre cette édition, d'abord, président mauritanien, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays, il m'est particulièrement agréable de vous adresser au nom du peuple du gouvernement ivoirien ainsi qu'à mon nom propre, mais très vive et chaleureuse félicitations. J'y joins des vœux choisis de santé que je forme pour le bonheur personnel de votre excellence, ainsi que ceux de concorde, de paix et de prospérité pour le peuple frère de Mauritanie. Je me félicite de l'excellente qualité des relations historiques d'amitié et de fraternité qui existent entre nos deux pays et vous assure de ma ferme détermination à œuvrer avec vous à leur renforcement dans l'intérêt mutuel de nos peuples. Très haute et fraternelle considération. Ensuite, au président albanais, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays, il m'est particulièrement agréable de vous adresser au nom du peuple du gouvernement ivoirien ainsi qu'en mon nom propre, mais très vive et chaleureuse félicitations. J'y joins cette mémorable circonstance des vœux choisis de bonheur et de santé pour votre excellence ainsi que ceux de concorde, de prospérité et de paix pour le peuple amish d'Albanie. Je voudrais saisir ce moment pour vous
vous assurer de mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec vous au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre nos deux pays pour le bien-être de nos populations. Très haute considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et ce communiqué de l'Assemblée nationale, M. Soroki Bafori Guillaume, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, convoque mesdames et messieurs les députés à une séance plénière qui se tient ce mercredi au palais de l'Assemblée nationale. À 15h, ordre du jour, examen et adoption de l'ordre du jour réaménagé des travaux de la deuxième session ordinaire de l'année 2012. Une série de passations de charges a lieu dans plusieurs ministères suite au remaniement ministériel. Le nouveau ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, a pris fonction. La passation de charges entre elle et son prédécesseur, le ministre Diakité Koti Suleiman, a eu lieu au cabinet du ministère de la Communication. Désormais en charge de l'emploi, Dosso Moussa, qui dirige le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, a reçu des mains de son prédécesseur à l'emploi Kafana Kone les charges qui lui reviennent, une passation à laquelle a pris part aussi la ministre Anne Désiré Ouloto, qui a reçu du ministre Kafana Kone les dossiers relatifs à la solidarité. Elle est désormais ministre de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant. Anne Désiré Ouloto a passé les charges de son précédent portefeuille au ministre Alakwadio Rémi, nommé ministre de l'Environnement, de la Solidarité urbaine et du Développement durable. La nouvelle ministre de la Solidarité a ensuite reçu les dossiers du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant que gérait dans le précédent gouvernement la ministre Raymond Goudou Kofi. Elle prend les rênes du ministère de la Santé, de la lutte contre le sida, ministère où elle remplace le professeur Thérèse Ndri Yoma. Autre aspect de l'actualité, Nyedema Koulibaly, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, a reçu en audience le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Beth Condeuse. Au sorti de cette rencontre, le diplomate onusien a réaffirmé la volonté de l'Organisation des Nations Unies d'accompagner la Côte d'Ivoire dans sa reconstruction. Nyedema Koulibaly a pour sa part rassuré que la Côte d'Ivoire va moderniser son appareil judiciaire au profit des populations. Des organisations féminines de la société civile ont initié le projet de restauration des droits des femmes victimes de la crise post-électorale. Pour la mise en œuvre de ce projet, l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire sensibilise les autorités judiciaires et les officiers de police. Justine Seydjike nous en parle. Le projet de restauration des droits des femmes victimes de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, initié par ONU Femmes, le WANEP et l'Association des femmes juristes, est entré dans sa phase d'exécution dans les communes d'Abobo et Yopougon, dans le district d'Abidjan, d'Ouokoué, d'Anané et Man, dans l'ouest du pays. Il s'agit d'offrir un encadrement psychosocial, juridique et judiciaire à 70 survivantes victimes de violences basées sur le genre. Dans le cadre des activités relatives à la prise en charge juridique et judiciaire des victimes exécutées par l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, les autorités judiciaires et les officiers de police judiciaire sont sensibilisés. Ils sont imprégnés du projet en vue d'obtenir d'eux l'accélération des procédures visant le rétablissement des droits des victimes. Les bénéficiaires du projet ont quant à elles eu droit à l'explication des procédures en vue de créer la confiance entre elles et les cabinets d'avocats. Poursuivons ce journal avec la 31e session ordinaire du Conseil des ministres des États membres de l'autorité du bassin du Niger qui va se tenir ici à Abidjan. Léon Brou et Gabriel Zani nous en parlent. 9 pays, le Burkina Faso, le Bénin, le Cameroun, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Tchad et la Côte d'Ivoire au chevet de leur institution commune, l'autorité du bassin du Niger, ABM. Il s'agit pour les experts de ces 9 États membres de trouver des mécanismes qui favorisent l'efficacité de l'ABM dans ses actions. Pendant 3 jours donc, le plan d'action de développement, le programme d'investissement,
Le rapport d'activité 2012 du secrétariat exécutif de l'ABM seront passés au peigne fin. La stratégie de recherche de financement et le point de réalisation de l'institution sur la période 2008 et 2012 seront aussi examinés. La période 2008-2012, il y a 27 milliards qui étaient prévus pour le financement en Côte d'Ivoire. Bon, une chose est l'annonce des financements et l'autre la mobilisation des ressources. Donc nous sommes toujours au niveau donc de la mobilisation des ressources. Cette réunion qui prépare la réunion du Conseil des ministres de l'ABN est l'occasion de passer en revue tous les projets, préparer des recommandations à proposer aux ministres pour adoption afin que nous puissions obtenir l'aval de nos chefs d'État afin que le partenaire au développement puisse financer. Créée en 1964, l'autorité du bassin du Niger assure la mise en valeur des ressources du bassin du fleuve Niger. C'est à travers la conception, la réalisation et l'entretien d'ouvrages et projets au profit des populations des pays ayant en commun le fleuve Niger. Autre information, une quarantaine de jeunes prennent part à une formation de technique de production d'EVA. C'est un projet initié par le gouvernement ivoirien. Thérèse Tapeyoboué. Ce projet concerne les jeunes dont l'âge varie entre 18 et 30 ans. Il est financé par la Banque mondiale et initié par le gouvernement qui entend donner une formation aux jeunes dans divers domaines en vue de leur insertion dans le tissu économique. À Mans, le volet EVA est dans sa phase pilote. Le succès de cette phase permettra d'étendre la formation aux jeunes des autres localités du pays qui profiteraient eux aussi de cette opportunité d'emploi. 20 pépiniéristes et 20 greffeurs reçoivent pour cela des enseignements. Selon Kona Albert, secrétaire exécutif du Fonds de développement de l'EVA, pour les 10 prochaines années, l'État ivoirien se propose de créer 300 000 hectares d'EVA, soit 30 000 hectares par an. Pour atteindre cet objectif, il faut des acteurs en grand nombre, mais surtout bien formés. Malgré les efforts fournis, selon Kona Albert, l'on est encore très loin de ces 30 000 hectares par an. C'est pourquoi il a encouragé les apprenants au sérieux, car il s'agit pour eux de devenir des acteurs clés d'une filière en pleine croissance. Le secrétaire général 1 de la préfecture de Mans, Kokora Patrice, a pour sa part insisté sur l'importance pour les jeunes de saisir la perche qui leur est tendue. Après rendons-nous à San Pedro pour parler de la forêt classée de Monogaga, une forêt qui est pratiquement inexistante aujourd'hui. Elle est remplacée par des plantations de cacao. Emma Niamien et Evelyne de Bazégoa. Voici ce qui reste de la forêt classée de Monogaga. À peine 1 hectare de forêt vierge sur les 39 828 hectares dont elle disposait à son classement en 1973. Seul survivant des arbres de cette forêt, le makoré. Le plus gros arbre de Côte d'Ivoire ne doit d'ailleurs son salut qu'au pouvoir que lui confèrent les populations. Le makoré est adoré par les populations autochtones qui lui reconnaissent des pouvoirs de protection. En dehors donc du makoré, tous les arbres ont été détruits par les populations à la recherche de terres fertiles pour leur culture. Aujourd'hui, on aperçoit dans cette forêt, autrefois fierté de la région, à cause de ses essences rares, que des arbres morts et des immenses étendues de plantations de cacao et d'EVA à perte de vue. On y trouve même des campements transformés en gros villages, prêts à être érigés en sous-préfecture avec toutes les infrastructures de développement comme des écoles, des centres de santé, des pharmacies et même des stations de service. Un gâchis tout simplement, selon le directeur général de la SODEFOR. Ce que nous sommes en train de négocier avec le gouvernement, c'est aujourd'hui d'obtenir la cartographie de toutes nos forêts. Et à partir de cette cartographie, nous allons savoir exactement quel est vraiment le résiduel qui reste en termes de forêt. Et sur cette base, nous allons proposer des plans d'aménagement pour voir dans quelle mesure nous pouvons réhabiliter ces espaces-là aujourd'hui. Comme la forêt classée de Monogaga, ce sont les 10 forêts classées du sud-ouest et partons de l'ensemble des forêts classées ivoiriennes qui ont subi le même sort. Il est encore possible de freiner l'hémorragie si l'on ne veut pas laisser un pays désertique en héritage aux générations futures et tout le monde doit s'impliquer.
Et parlons maintenant de cette conférence de presse de l'ASCAD sur la sauvegarde de l'environnement, et c'est avec Juliette Ouya. La question environnementale est au centre des préoccupations de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, l'ASCAD. Autour du thème « Les musées face à l'environnement, un défi de tous les temps », le conférencier et muséologue Yaya Savané, membre de l'ASCAD lui-même, a montré le rôle du musée dans la protection de l'environnement. En d'autres termes, le musée ne doit pas seulement se résumer à la conservation de la mémoire, il doit s'ériger en média spécifique, capable de sensibiliser les populations à la protection de l'environnement. Et je pense que l'environnement, justement, est une thématique aujourd'hui qui est récupérée par l'ensemble des musées, tant européens, surtout les musées canadiens. Et il y a au moins une quarantaine de musées aujourd'hui qui œuvrent dans la perspective environnementale. Et je pense que nos musées aussi en Afrique doivent s'inscrire dans cette logique. Et pour illustrer le rôle du musée dans la protection de l'environnement, des œuvres de peintres africains sur les problèmes environnementaux ont été présentées au public. L'ASCAD, faut-il le rappeler, a été créée le 1er septembre 2003 et regroupe des scientifiques, hommes de lettres et artistes dont les œuvres honorent la civilisation africaine. Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté en milieu rural, l'organisation des producteurs et exportateurs d'ananas et bananes au Cap a installé 104 jeunes du village de Ndouakakro dans le district de Yamoussoukro pour la production de fruits de papaye. Honorine Kakoubla à Nigori. Ils sont 104 jeunes diplômés sans emploi et déscolarisés du village de Ndouakakro, à 15 km de Yamoussoukro, qui ont décidé de s'adonner à la culture du papayer. Cette volonté a été possible grâce aux conseils et surtout au soutien financier et technique de l'organisation centrale des producteurs et exportateurs d'ananas et de bananes au CAB. Dans la mise en place du projet, les jeunes producteurs regroupés en coopérative ont bénéficié pour le démarrage de leurs activités de 108 hectares de parcelles délivrées par la chefferie traditionnelle. Après 8 mois d'activité, une délégation conduite par le président de l'OCAB, Nuit Michel, a visité des parcelles mises en valeur par la coopérative des jeunes producteurs de Ndouakakro. L'occasion pour le président de l'organisation centrale des producteurs et exportateurs d'ananas et de bananes de donner l'assurance aux producteurs en ce qui concerne la commercialisation de leur production. Je pense que nous sommes sur la bonne voie de trouver des lieux de commercialisation, des pays qui ont accepté de signer des protocoles pour prendre cette production. C'est pour ça que nous sommes venus pour déterminer les quantités et la qualité pour faire part à nos interlocuteurs de l'extérieur qui veulent les papayes de Côte d'Ivoire, surtout la papaye Soro. Le technicien de l'OCAB, Méon Norbert, a indiqué qu'à ce stade de la production, les 108 hectares produiront 162 tonnes par semaine pendant les 4 mois de la première récolte. Avant de quitter ses hôtes, l'organisation centrale des producteurs et exportateurs d'ananas et de bananes leur a offert du matériel phytosanitaire pour l'entretien de leur plantation de plus d'1 million de francs CFA. Les élèves de Konefla dans la région de Boisflé vont pouvoir poursuivre l'année scolaire en toute quiétude, en tout cas pour ceux qui n'ont pas tous leurs documents. Ils ont reçu des kits scolaires et un don de l'ONG Children of Africa de la première dame, Madame Dominique Ouattara. Des sacs, des cahiers, des stylos à billes, des tenues scolaires, voilà les dons reçus par les élèves de Konefla 1, une localité située à 13 km de Zunula, dans la région de la Maraoué. Ces dons sont de la Fondation Children of Africa, de la première dame, Madame Dominique Ouattara. Lors de la réception du don, la directrice régionale de l'éducation nationale de Boisflé s'est félicitée d'être associée aux œuvres sociales et de promotion de l'éducation des enfants défavorisés de la Fondation Children of Africa. Elle a toutefois demandé aux élèves et aux parents d'élèves de veiller à l'entretien de ces kits afin que les autorités compétentes soient davantage encouragées à poser d'autres actes similaires. Le secrétaire général de préfecture de Zunula, Fadogo Mayio, a indiqué que l'action de Children of Africa s'inscrit dans la droite ligne de la politique du président de la République qui est d'améliorer le cadre de vie de toutes les populations du pays. L'école primaire publique de Konefla 1
a ouvert ses portes il y a une quinzaine d'années. Elle compte 2 hangars et un bâtiment de 3 classes, ne possédant ni fenêtre, ni porte, ni plancher. L'école n'abrite aucune cantine scolaire, manque de livres dans toutes les matières pour les élèves de CM2 et a un déficit de table-banc, obligeant les élèves à s'asseoir à 3. Les dons de l'ONG Children of Africa constituent donc une bouée de sauvetage pour ces élèves et leurs parents. Cela fait 31 ans que le premier cas du sida a été découvert et depuis cette date, les scientifiques sont à la recherche d'un remède pour freiner l'avancée de la maladie. Gabriel Zani revient sur la découverte du VIH-Sida. Le sida ou syndrome de l'immunodéficience acquise est un ensemble de symptômes consécutifs à la destruction de plusieurs cellules du système immunitaire par un rétrovirus. Les premiers cas de cette maladie ont été découverts à Los Angeles en 1981. Les patients étaient tous homosexuels et présentaient un système immunitaire défaillant. On a alors déduit que ce mal inconnu se transmet par voie sexuelle, une hypothèse qui gagne en crédibilité avec la découverte de cas similaires au sein de la communauté gay aux États-Unis, mais aussi dans le reste du monde. Toutefois, en 1982, on recense des personnes contaminées à la fois chez les toxicomanes et chez les hémophiles ayant reçu des transfusions sanguines. La contamination se ferait donc aussi par voie sanguine. En février 1983, en France, des chercheurs réussissent à isoler le virus du sida, VIH1, ce qui leur permet de faire des analyses plus approfondies et ils découvrent en 1986 un second virus, VIH2. Selon les analyses, il existe pour l'homme 2 types de rétrovirus qui sont le VIH1 et le VIH2. Le VIH est présent dans la salive, les larmes et l'urine, mais en des concentrations insuffisantes pour que des cas de transmission soient enregistrés. La transmission par ces fluides organiques est ainsi considérée comme négligeable. Par contre, des quantités de VIH assez importantes pour une infection ont été détectées dans le sang, le lait maternel, le sperme, la cyprine ainsi que le liquide précédant l'éjaculation. Par conséquent, 3 modes de transmission ont été observés. D'abord, les rapports sexuels non protégés, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, représentent la part la plus importante des contaminations. Ensuite, le contact avec du matériel contaminé chez les toxicomanes par injection, les tatouages par une mauvaise hygiène du matériel, les transfusés, le personnel de santé. Enfin, la transmission mère-enfant durant la grossesse, pendant l'accouchement et lors de l'allaitement. Sans traitement et avec un accouchement naturel, le taux de transmission varie selon les études entre 10 et 40%. C'est durant l'accouchement que les risques d'infection sont les plus élevés, 65% de tous les cas d'infection. La propagation du VIH s'est faite rapidement à cause de la négligence des populations ou du moins du refus de celles-ci d'adopter des comportements responsables préconisés par les agents de santé. Aujourd'hui, le sida a causé la mort d'environ 25 millions de personnes entre 1981 et 2006. La Côte d'Ivoire reste le pays le plus touché par l'épidémie du sida en Afrique de l'Ouest avec plus de 500 000 cas diagnostiqués en 2001. Et en prélude à la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida le 1er décembre, la rédaction de RTI1 vous proposera plusieurs reportages pour vous donner plus d'informations sur l'évolution de cette maladie. Et les points focaux des ministères de la Santé, les représentants des organisations nationales et internationales engagées dans le contrôle et la surveillance du choléra en Afrique sont en formation ici à Abidjan. Ils viennent de 9 pays partenaires au projet Africa. L'objectif, renforcer leur connaissance dans le domaine de la vaccinologie et de la gestion des services de santé. Honorine Kakoubla, Anigori. Réunion du consortium Africol dont la Côte d'Ivoire est membre se tiennent une fois par an. Elles offrent aux équipes nationales Africol une réelle opportunité de discuter de la situation du choléra dans les pays respectifs avec des experts nationaux et internationaux. Cette réunion met également l'accent sur l'importance de la prise en compte du choléra endémique en Afrique, lequel a jusqu'à présent reçu moins d'attention au niveau mondial que d'autres épidémies suscitées par des urgences humanitaires, et cela dans le cadre de la médecine
préventive. Selon la directrice de l'Institut Pasteur, professeure Mireille Dosso, la Côte d'Ivoire a 40 ans d'expérience en choléra. Par ailleurs, de 1991 à ce jour, 1448 cas de cette maladie ont été détectés. C'est pourquoi elle estime l'apport de Africol dans la lutte contre le choléra important. Les enjeux de la réunion, c'est un partage d'expérience entre les différents membres et c'est surtout pour voir comment on va dégager des mesures, n'est-ce pas, pour définitivement lutter contre le choléra. Les observations tirées de la réunion du consortium Africol permettront aux équipes nationales de faire des recommandations à leur gouvernement sur les mesures les plus appropriées et efficaces en matière de prévention et de contrôle du choléra. Hors de la Côte d'Ivoire, en Syrie, l'opposition s'organise de plus en plus, tant sur le plan politique que militaire, surtout militaire, avec des rebelles qui gagnent du terrain. Ils combattent désormais avec des missiles sol-air. À défaut de pouvoir pourchasser au sol les combattants de l'armée syrienne libre, le régime de Bachar el-Assad intensifie les raids aériens, comme ici dans la zone de Bab el-Hawa, le poste frontière avec la Turquie tenu par les rebelles. Les chasseurs bombardiers ont détruit un camp qui s'apprêtait à accueillir des populations déplacées. Ils se sont également attaqués à la localité de Hatmeh qui abrite un centre de commandement rebelle à 2 km de la frontière. Les MiG de l'armée ont frôlé l'espace aérien voisin pour larguer bombes et roquettes, poussant les déplacés par centaines aux portes de la Turquie. La veille, la tactique des frappes aériennes avait fait un véritable carnage à Deir el-Asafir, près de Damas. Choquée par la mort d'une dizaine d'enfants, la population témoigne. Les enfants étaient là en train de jouer ou d'aller acheter des choses quand on a reçu brusquement cette malédiction. Il n'y a ici ni terroristes, ni hommes en armes. Pourquoi ils ont fait ça? On n'en sait rien. Les habitants ont même rassemblé les preuves de l'usage de bombes à sous-munitions, précisant au passage qu'elles étaient de fabrication russe. Une tactique qui ne semble pas atteindre le moral des combattants de la rébellion. Ils ont réussi à s'emparer du barrage de Tushrin sur l'Euphrate, entre les provinces d'Alep et de Raqqa, marquant une nette progression dans l'encerclement de la grande ville du Nord. Un jour viendra où on te retrouvera dans les égouts. Un jour viendra où on te retrouvera dans les égouts. Autre conquête importante et menaçante désormais pour Bachar el-Assad, la prise de contrôle de l'héliport militaire de Majd Sultan près de Damas, qui oblige le régime à bombarder au plus près sa propre capitale. L'actualité en Côte d'Ivoire est marquée par la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le district de Zanzan qui comprend les régions du Gontougo et du Bunkani. Après 2 repos que vous avez suivis tout à l'heure, le chef de l'État se rendra à Teini, Nassien et Sandégué pour la journée d'aujourd'hui pour des meetings et bien sûr RTI 1 Ato. Rendez-vous, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.